Beethoven, Raphaël, si je peux me permettre. Je vous ai vu réagir sur le FOMO. Oui. Oui, je vous accompagne, venez. On peut l'applaudir, hein, quand même. Hein, mais ça nous fait plaisir. Je vous ai vu réagir sur le FOMO. Est-ce que vous m'entendez là? Parce que j'ai ouvert le micro, mais... Non. Et là? Et là? Et là? Non? En régie? Non. Bon. Normalement, ça devrait être bon, hein, si on me fait signe en régie. Allez-y, Raphaël. Alors, attendez. Là? Oh, regardez, hop, non, il n'est pas complètement... Là, maintenant, ça devrait marcher. Et là? Voilà. Bonjour, pardon. Oui, le FOMO. Non, j'avais pas du tout prévu de réagir là-dessus. Le FOMO, c'est pas du tout nouveau, le FOMO, en fait. C'est ça que je veux vous dire. C'est que ça remonte au XVIIIe siècle. Vous avez un philosophe anglais qui s'appelle Berkeley, qui est le penseur de ce qu'on appelle l'immatérialisme. Je fais juste une parenthèse liminaire, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu de vous dire, mais je veux quand même vous dire ça pour vous dire à quel point ce qu'on présente comme une innovation est inscrit dans le cœur de la nature humaine depuis des siècles. Berkeley est un philosophe dont l'angoisse est de savoir si le monde survit quand je ne le perçois pas. Qu'est-ce qui me garantit que le monde demeure quand moi je ferme les yeux? Qu'est-ce qui me garantit qu'un individu existe encore quand je ne le regarde pas ou quand je ne l'écoute pas? Et donc c'est une angoisse réversible parce que c'est l'angoisse de celui qui, ne regardant pas, croit que le monde a disparu. Et c'est l'angoisse de celui qui, n'étant pas regardé, croit qu'il a disparu aussi. À la façon des personnages de Love Story qui s'éteignent dès que la lumière ne les regarde plus, si vous voulez. Et en fait, le FOMO, apparemment, c'est juste pousser cette angoisse à l'extrême, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir les yeux ouverts même quand on a les yeux fermés. Ce qui ne prouve pas l'existence du monde. C'est pas parce que je vois le monde qu'il existe, c'est pas parce que je ferme les yeux qu'il disparaît, mais c'est pas parce que je le regarde qu'il existe. Le simple fait des mondes virtuels prouve bien qu'on peut regarder quelque chose sans que le fait qu'on le regarde prouve que ça existe. Ça déconne le FOMO, on n'y est pas encore. Tout ça pour vous dire ça, mais je le dis d'autant plus volontiers que c'est pas vous. Hein. Alors, je suis très content d'être ici. Je vous ai écouté au début, j'ai travaillé un peu sur cette question et les sujets sont innombrables. Je vais essayer d'être efficace pour vous et de vous dire des choses qui me semblent importantes. D'abord, le titre lui-même, l'esthétique de la rencontre. Esthétique ne veut pas dire beau. Esthétique veut dire sensibilité. Autrement dit, l'esthétique de la rencontre, c'est la sensibilité de la rencontre. Et Ruti, tout à l'heure, avait tout à fait raison de dire qu'il pouvait y avoir une esthétique de la laideur. Dans les mots, quand Sartre raconte son enfance, par exemple, au début, il a des belles anglaises, il est beau comme tout, etc. Ses parents, il fait la fierté de sa mère, de ses grands-parents. Et puis, il n'a pas de père. Et puis, un jour, son grand-père décide que cet enfant a l'air d'une fille, avec ses anglaises, etc. Donc, il l'emmène chez le coiffeur, qui coupe tout ça militaire. Et Sartre revient à la maison, et là, sa mère s'aperçoit qu'en fait, son fils est un crapaud. Elle découvre la laideur de son fils. Sartre lui-même le dit, on lui avait donné une petite fille, on l'a retirée, on lui a rendu un crapaud. Et il fait grand cas de sa propre laideur à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la famille même du petit Poulou, c'est le surnom qu'on lui donne, la famille même fait connaissance avec cet enfant qui est au centre de la famille depuis 8 ans déjà. Elle fait connaissance avec lui parce qu'elle voit son vrai visage, c'est-à-dire en l'occurrence sa laideur. Bon. Le fait est que Sartre était extrêmement laid et qu'il faisait grand cas de sa laideur. Il y a donc une esthétique de la laideur. L'esthétique, c'est la sensibilité. C'est pas simplement la beauté. On en fait un synonyme de beauté, à mon avis, à tort. La question que je suis venu vous poser, en fait, que je suis venu me poser avec vous, c'est une question qui est en amont du projet qui est le vôtre. C'est la question de savoir si une rencontre est vraiment possible. Je veux dire, si on rencontre vraiment quelqu'un quand on rencontre quelqu'un, à quelles conditions est-ce qu'on rencontre véritablement quelqu'un quand on le rencontre? Qu'est-ce qui fait qu'on rencontre quelqu'un et qu'on ne se contente pas de le croiser? On a parlé de Tinder, parlons de Tinder, parlons d'un sujet familier à tous. Et surtout à ceux qui s'en défendent naturellement. Donc, on parle de Tinder. Vous avez vu que l'intelligence artificielle désormais se préoccupe de Tinder, qu'il y a même des... C'est un article des Échos il y a 2-3 jours d'ailleurs, c'était intéressant là-dessus. L'intelligence artificielle se préoccupe de Tinder, c'est-à-dire que maintenant, on imagine que l'intelligence artificielle, à coup d'algorithmes et d'équations, va nous permettre de rencontrer l'âme sœur. Ah. Alors, je vous renvoie ici, parce que la fiction est quand même très utile, au premier épisode de la seconde saison de Black Mirror, ceux qui l'ont vu. Vous n'avez pas le droit de ne pas regarder Black Mirror quand vous bossez dans l'événementiel. Hein. C'est impossible, c'est interdit, je veux dire. Donc, dans le premier épisode, le principe de Black Mirror, c'est que c'est une série où ça se passe, enfin, disons que tout se passe 15 ans plus tard.
Donc on est en 2035 à peu près. Donc on a déjà les conséquences délétères des applications qu'on met en œuvre. Et en l'occurrence, une jeune fille perd son amoureux a un accident de voiture, et elle décide, en prenant l'ensemble des datas que cet individu a déposées de lui-même sur le net, et, etc., toutes les informations dont elle-même dispose, elle confie tout ça à une entreprise qui refabrique, qui clone un individu sur la base d'un cheveu, d'un peu de semence, et elle en fait un individu bis, un clone. Et donc arrive le clone. Or, évidemment, le clone du fiancé n'est que l'ersatz du fiancé. C'est-à-dire qu'on a beau compiler les informations, on a beau mettre des milliards d'informations et prévoir la totalité des phrases ou des façons dont il réagirait et le reproduire à l'identique, elle a en permanence le sentiment d'être avec un fantôme. Et en vérité, la présence du clone redouble l'absence de l'aimé au lieu de conjurer l'absence de l'aimé. Autrement dit, on ne recrée pas ce qui, au départ, n'obéit à aucune logique, n'obéit à aucune explication, c'est-à-dire l'élection massive et arbitraire d'un individu par un autre. On ne met pas ça en équation. On est aussi loin le jour où un algorithme nous dira qui nous devons aimer est à peu près aussi lointain que le jour où on rejoindra la Lune en montant sur une échelle, si vous voulez, ou le jour où on arrivera à l'horizon en marchant droit devant nous. Ça ne fonctionne pas. Et on peut être catégorique là-dessus, pour une raison très simple. C'est que les gens disent, mais le processus amoureux est un processus complexe, un jour nos ordinateurs permettront de saisir la complexité du processus amoureux. Non, le processus amoureux n'est pas un processus complexe. Si c'était complexe, ce serait facile. Toute complexité est à portée de l'intelligence. Le processus amoureux est simple. Et c'est ça qu'aucune machine, aucune application, aucune ambition équative n'est en mesure de résorber. On ne peut pas mettre en équation la simplicité du sentiment amoureux, l'énigme du sentiment amoureux. On ne peut pas mettre en équation le fait que soudain on voit quelqu'un et on le reconnaît alors qu'on ne l'a jamais vu. Je vous parlerai du coup de foudre tout à l'heure. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. On ne peut pas expliquer un sentiment. Si par exemple, la personne que vous aimez vous demande imprudemment pour quelle raison vous l'aimez, et que vous, malheureux, vous répondez à cette question, l'histoire est morte. L'histoire est morte. Si flatteuse soit la raison que vous donnez au sentiment que vous éprouvez, c'est ça qui est important. Quand bien même vous dites, mais je t'aime parce que tu es la plus belle du monde. Oui, mais alors le jour où je cesserai de l'être, je t'aimerai moins. Le problème des raisons qu'on donne à un sentiment, c'est qu'il expose, ce qui est mortel pour le sentiment, ce sentiment à sa dilution dans la disparition des raisons qu'on lui a trouvées. Si vous dites à quelqu'un je t'aime parce que tu es riche, le jour où elle sera pauvre, bon. Donc, autrement dit, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas donner de raison au sentiment qu'on éprouve. C'est la raison pour laquelle une application comme Tinder, par exemple, peut parfaitement trouver votre partenaire idéal, en partant du principe que qui se ressemble s'assemble. On peut trouver dans la liste des datas, des données, des comportements des uns et des autres, la personne qui aime exactement les mêmes trucs que vous. Mon Dieu. La personne qui aime exactement les mêmes trucs que vous. Sauf que, évidemment, c'est le partenaire idéal, mais il n'y a à peu près aucune chance, enfin il faudrait un miracle, pour qu'un tel partenaire soit également le partenaire de vos rêves. C'est pas parce que la personne match que ça fonctionne entre vous. Il y a là deux logiques qui sont à l'œuvre, et l'une des deux logiques est irrationnelle. Et c'est la logique irrationnelle qui prévaut, sinon ça n'est pas une vie. Tout à l'heure, Ruti parlait des selfies. Je n'avais pas prévu d'en parler non plus. Je suis plus réservé que vous sur l'utilisation des selfies. Quand je vois des gens en soirée, si vous voulez faire des selfies, c'est en général des gens qui s'emmerdent. Donc ils sont là, ils n'ont rien à faire, donc ils essaient de prendre la pause, l'un avec une cigarette, maintenant c'est mal vu, l'autre avec une coupe, etc. Donc ils s'emmerdent un peu, on leur dit viens on fait un selfie. Et alors à ce moment-là, miraculeusement, la personne qui s'emmerde prend un air ravi, radieux, hyper joyeux, assez déconnant, etc. Donc le moment où on fait un selfie, c'est le moment où vous levez la coupe, c'est le moment où vous prenez l'air idiot, c'est le moment où vous levez la jambe, vous prenez l'air de vous éclater. Et puis d'ailleurs, après, on trie les photos. On regarde celle où vous avez vraiment l'air de vous éclater, on efface les autres. Et puis celle où vous avez vraiment l'air de vous éclater, on l'Instagramme immédiatement. Et c'est parfait, tout le monde est content. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le selfie est une morale qui a remplacé le bonheur vécu, le plaisir de vivre pendant une soirée, etc., par le spectacle du bonheur. Ce qui compte n'est pas d'être heureux, ce qui compte c'est de pouvoir dire qu'on l'a été tel jour à telle heure. Ce qui compte n'est pas de faire telle expérience, ce qui compte est de pouvoir lister la somme des expériences dont on peut dire légitimement qu'on les a faites. Autrement dit, nous vivons moins que nous nous représentons la vie que nous voulons avoir. Et à l'intérieur de ce système-là, on désire l'authenticité. Ça va pas. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Et parfois, ça prend des... Si vous voulez, une rencontre ne se prévoit pas. Il est aussi rare
d'aimer la personne qui est votre perfect match sur sur Tinder, bon lapsus, moi je ne suis pas sur Tinder, mais Twitter, oui. Il y a très peu de perfect match sur Twitter. Il y en a. Il y a très peu de chances que vous aimiez la personne qui vous correspond le mieux, évidemment. Aucune chance, en fait, ou quasiment aucune. Disons qu'il y a autant de chances que pour que vous soyez heureux dans un mariage arrangé. Voilà. Ceux d'entre vous qui ont lu La Comtesse de Ségur, ils sont nombreux, je le sais, se souviennent de La Fortune de Gaspard. Hein. Pardon pour le spoil, ceux qui ne l'ont pas encore lu, ceux qui ne l'ont pas encore lu doivent lire La Fortune de Gaspard. Non, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. La Fortune de Gaspard, d'abord, c'est l'histoire d'un succès. C'est l'histoire d'un succès magnifique, et c'est surtout l'histoire d'un succès qui ensuite doit passer... C'est la première fusion-acquisition, en fait. C'est-à-dire que pour acheter les usines de M. Fröhlichen, il faut épouser la fille de Fröhlichen. Or, Fröhlichen est un affreux Allemand. La comtesse de Ségur était très raciste au XIXe siècle, donc elle ne supportait pas les Allemands, donc elle se moque de l'accent allemand. C'est très drôle à lire. C'est un livre qui, aujourd'hui, ne passerait pas du tout. Hein. Un Allemand... Alors, elle n'aime pas les Allemands, et l'Allemand lui-même n'aime pas l'autre parce qu'il le soupçonne d'être juif. Vous voyez, donc, heureusement, le type n'est pas juif, en fait. Enfin bon, je clôt la parenthèse. Il faut épouser Madame Fröhlichen. Gaspard, il n'a pas du tout envie d'épouser Madame Fröhlichen, il imagine son père en femme, c'est horrible. Et puis, il voit arriver Mina Fröhlichen, qui est la plus jolie jeune fille du monde, et évidemment, il tombe éperdument amoureux de la femme avec qui on l'a obligé de se marier. Et c'est ça qui est extraordinaire là-dedans. Mais c'est ce miracle-là qu'elle décrit. C'est un miracle quasi providentiel, mais c'était tout à fait improbable. La norme, c'est qu'on n'arrive pas à vivre c'est qu'on n'arrive pas davantage à vivre la vie qu'on a fabriquée, qu'on arrive à donner le jour à un individu en cousant des parties de son corps, si vous voulez. Ça ne fonctionne pas. De la même manière que Frankenstein ne donne pas le jour, l'amour ne naît pas de l'organisation de l'amour. Et on peut aussi envisager ça sur un mode qui est un mode plus triste. C'est un journaliste américain, James Vlahos, l'histoire est poignante. Cet homme découvre, c'était l'an dernier, en 2017, il découvre que son père va mourir. Son père est atteint d'un cancer du pancréas, il porte évidemment, comme il se doit, vénération, amour et respect pour son père, à son père, et il en apprend la mort imminente. Alors que fait-il? Ce journaliste qui est pointu sur les nouvelles technologies, il enregistre son père avec son accord, et il enregistre tous les mots que son père prononce pendant les 3 mois qui lui restent, 91 270 mots différents. Il enregistre tous ces mots. Il met ça dans une base de données, naturellement. Il y ajoute toutes les informations dont lui dispose sur son père, et Dieu sait s'il en sait des choses sur son père. Il ajoute à cela l'ensemble des traces, l'ensemble des datas disponibles du père, et il fabrique un datbot. Le père meurt, et il faut discuter ensuite avec le datbot. Alors effectivement, le datbot répond de façon étonnante, un peu comme le père pourrait répondre. Mais c'est comme le père pourrait répondre, c'est pas le père qui répond. Et là encore, de la même manière que dans Black Mirror, le sentiment de l'absence est multiplié, mais multiplié dans des proportions inouïes, par la fausse tentative de conjurer cette absence en recréant un individu de toutes pièces. On ne crée pas un sentiment ou un individu de toutes pièces. Et ce qui, dans les événements que vous organisez, reste dans la mémoire des gens qui y participent, c'est ce que vous n'aurez pas prévu. Et qui sera né parce que vous aurez organisé le terrain de telle manière que l'inattendu s'y produit, mais c'est ça dont les gens se souviendront. De la même façon, ce que l'individu retiendra de son père, ça n'est pas les réponses qu'un datbot lui fera. Ce que l'individu retiendra de son père, c'est l'ensemble des données qu'il a déposées dans l'espoir fou de créer un père bis avec uniquement des informations. Au passage, on parlera tout à l'heure, mais c'est aussi la raison pour laquelle on a tort de s'affoler sur cette histoire de big data et de considérer que Facebook ou les GAFA nous prennent tout. Qui d'entre vous accepterait d'être réduit à la somme de ce qu'il consomme? À la totalité de ce qu'il consomme. Ce que Facebook, ce que les GAFA vous prennent, c'est exactement ce qui en vous est inessentiel. Mais ça, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Non, d'ailleurs, j'y viens maintenant, en fait. C'est maintenant. D'abord, un point sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup des réseaux sociaux comme l'occasion d'une rencontre, etc., etc. De la même manière que les réseaux sociaux se présentent comme des espaces de liberté et culminent en espaces de censure où des hordes essaient de faire taire une parole disconvenante, eh bien, de la même manière, un réseau social qui se présente comme un espace de rencontre est en général un réseau social où la rencontre est compromise, puisque la rencontre est réduite à la coïncidence, c'est-à-dire à la gémellité. On rencontre son semblable, on rencontre son miroir. Si vous aimez quelqu'un et que vous lui demandez de ressembler à l'idée que vous vous faites de l'amour, ça n'est pas cette personne-là que vous aimez, c'est vous-même que vous aimez aimant. Vous êtes amoureux de l'idée que vous vous faites de l'amour. En général, ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir un truc pareil. Si vous demandez à quelqu'un de ressembler à l'idée que vous-même vous faites de l'amour, vous le privez de sa liberté. Comme dit Aragon,
Qui n'a jamais été déçu ne sait rien du véritable amour. L'amour commence à l'instant où on supporte quelqu'un, non pas à l'instant où on adore quelqu'un. L'amour commence à l'instant où on supporte quelqu'un, malgré ses opinions politiques, malgré l'odeur de ses chaussettes, malgré tout ce que vous voulez, si vous voulez. L'amour commence là. C'est-à-dire l'amour commence au moment où l'altérité commence. L'amour commence à l'instant où l'altérité cesse d'être soluble dans l'habit de gloire dont on a revêtu la personne qu'on vient de rencontrer, si vous voulez. Au début, vous n'aimez pas, vous désirez. Quand il s'agit de passer à l'amour, c'est-à-dire quand le désir a cessé de recouvrir cette personne de l'idée que vous vous faites de ce que vous allez lui faire, quand ce voile s'estompe, c'est là que les affaires sérieuses commencent. C'est là que l'altérité fait son apparition, et son apparition en majesté. Pourquoi les réseaux sociaux ne sont-ils pas des lieux de rencontre? Un point là-dessus. En 1885, Nietzsche a dit ceci, je vais vous donner la phrase exacte. Grâce à la liberté des communications, des groupes d'hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés, les nations seront dépassées. Il a dit ça en 1885. Je vous dis ça pour vous dire à quel point Facebook n'a rien de neuf. Ce qu'on se présente comme l'icône du XXIe siècle est une problématique qui en réalité remonte au XVIIe siècle, remonte en réalité au néolithique, à la construction des premiers villages. Facebook est vieux comme le monde. Mais surtout, ce que dit Nietzsche ici est très intéressant. Comment un homme, qui par ailleurs était technophobe et amoureux de la lenteur, peut au XIXe siècle prédire l'existence et l'ampleur des réseaux sociaux aujourd'hui? Comment il fait? Parce que Nietzsche a une intuition, une seule, sur ce coup-là, qui est extraordinaire et totalement contre-intuitive et qui ne fait pas plaisir à entendre. C'est que la connaissance, le désir de connaître, ne nous est pas dicté par la curiosité, ne nous est pas dicté par la gourmandise, ne nous est pas dicté par l'appétit que le monde peut nous inspirer. Non, dit Nietzsche, le désir de connaître nous vient uniquement de la peur. On veut connaître parce qu'on a peur de l'inconnu. Quand on dit à quelqu'un « apprenons à mieux nous connaître », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayons de voir dans la mesure, essayons de voir si vous n'êtes pas dingue, essayons de voir si vous n'êtes pas fou, essayons de voir si on a une chance, essayons de voir si vous n'avez pas un jardin secret terrifiant, apprenons à mieux nous connaître. Bon, Nietzsche est celui qui explique que le désir de connaître, c'est d'abord la peur. La généalogie du désir de connaître vient de la peur. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est connaître? Connaître, c'est refuser l'épreuve de l'inconnu, dit-il. C'est refuser ce qu'un autre peut avoir d'absolument inconnaissable pour soi, c'est-à-dire d'absolument autre. C'est une tarte à la crème en général en terminale, c'est un des sujets de dissert qui tombe le plus souvent. Peut-on connaître autrui? C'est un drôle de sujet, parce qu'on est là, on voit ça, on se dit, bah ouais, on peut connaître autrui. Parce qu'on peut connaître les gens. Si vous vous présentez à moi, je vous connais. Si je me présente à vous, vous me connaissez. Mais non! Ce que je sais de vous quand vous vous présentez à moi, c'est la même chose que ce que je sais de moi, à savoir que vous avez un prénom, une identité, des ambitions, des passions, des désirs et des organes. Je ne sais rien de vous quand vous vous présentez à moi. Peut-on connaître autrui? Je peux connaître des tas de gens, mais ce n'est pas leur altérité que je connais, c'est ce qu'ils ont de commun avec moi. Je ne rencontre pas les gens quand je fais leur connaissance. De la même manière, je ne rencontre pas quelqu'un quand j'échange avec quelqu'un, puisque si j'échange avec quelqu'un, je ne m'intéresse qu'à la partie de lui-même qui a de l'intérêt pour moi. Donc ce n'est pas à lui que je parle, c'est à moi-même. Non, je rencontre quelqu'un quand je donne. Et c'est toute la difficulté des métiers qui sont des business. Rien n'est plus in fine lucratif que le moment où on arrive à ne pas compter. C'est, comment dire, vous créez des moments où ce qui compte in fine, c'est ce qu'on ne peut pas compter. Et c'est toute la complexité de le faire tout en faisant un métier, naturellement, et un business. Donc, comment faire? Alors, Nietzsche, partant de ce constat-là, partant de l'idée qu'en fait la connaissance, c'est toujours la peur de l'inconnu qui nous la dicte, dit voilà, les individus ont besoin d'échanger, ils ont besoin de se parler, et il dit la communication, Nietzsche continue, il dit la communication fabrique non pas des individus, mais des moutons. Et le désir grégaire, la moutonisation de l'humanité, a commencé par le désir de communiquer. Quand on communique, en l'occurrence, on ne s'ouvre pas à l'autre, on vérifie que l'autre nous ressemble bien. À la façon, vous savez, dont on voyage au travers du monde, on fait le tour du monde, en allant par exemple dans le même genre d'hôtel, en faisant les mêmes activités, en allant dans les mêmes musées. Qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie quoi? Que les gens se ressemblent, que les différences sont des différences de folklore, que les différences sont des différences de décor, mais qu'in fine, l'humanité n'est qu'une. Et donc, autrement dit, ça n'est pas s'ouvrir, il ne suffit pas de voyager pour s'ouvrir à l'autre, si vous voulez, ce serait trop simple. De la même façon, il ne suffit pas d'être au milieu d'une foule pour ne plus être seul, ce serait trop simple. Ça ne marche pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc Nietzsche est celui qui est capable de comprendre que c'est la peur
qui nous a réunis. C'est la peur qui nous réunit. C'est la peur qui nous donne le désir d'être d'accord entre nous. Et c'est aussi la raison pour laquelle sur les réseaux sociaux, en général, on recherche celui qui pense comme soi et jamais celui qui pense différemment. C'est aussi la raison pour laquelle sur les réseaux sociaux, vous avez des molécules centripètes qui agrègent des options idéologiques à l'intérieur desquelles toute opinion dissonante est malvenue. Parce que le but même des réseaux sociaux, ça n'est pas de s'ouvrir à l'autre, c'est de priver l'autre de la parole qui nous déplaît. Et on y est. On y est, c'est là-dessus qu'on fonctionne, mais on a toujours fonctionné comme ça. Un point encore sur Facebook, je l'ai évoqué tout à l'heure trop rapidement. Ce que Facebook vous prend, encore une fois, ça n'est jamais que des trucs que vous avez achetés. Et en cela, les informations qu'on récupère, les datas, ça n'est jamais que les comportements que vous avez eus. Donc prédire votre comportement à partir du comportement que vous avez eu, ça n'est pas vous rencontrer, ça n'est pas être attentif à votre singularité, c'est méconnaître votre singularité en l'inscrivant dans un diagramme ou dans une équation. Je vous donne un exemple simple. Si par exemple sur Internet vous êtes gros consommateur de sites pornographiques, bon, et que Facebook voit ça ou que les GAFA voient ça, on va vous proposer des produits qui correspondent à cette dilection. Or, le plus souvent, l'humanité est ainsi faite que les amateurs de sites pornographiques sont souvent des grands acheteurs de produits bibliques. Avant qu'un algorithme intègre cette bizarrerie de l'humanité, si vous voulez, c'est-à-dire avant qu'un algorithme intègre la tartufferie comme une composante essentielle de nos caractères, il peut se passer longtemps. Aussi, on peut le faire après coup, mais chaque personne n'est tartuffe de la même manière. Donc comment devancer ça? On peut connaître les particularités de chacun. On peut lister les particularités de chacun. On ne peut pas connaître ce qui fait de nous des êtres singuliers. Par singulier, j'entends à la fois unique et bizarre. Or, cette détermination de l'humanité, la singularité, est à l'origine de ce qu'on peut appeler une véritable rencontre. Et une rencontre, c'est-à-dire l'expérience d'une altérité, mais d'une altérité véritable, d'une altérité radicale. C'est vous dire à quel point deux êtres qui se disent faits l'un pour l'autre ne sont pas faits l'un pour l'autre. Quand ils disent « nous avons tellement de choses en commun », c'est précisément ça que les gens n'échangent pas. Ce que nous avons en commun, c'est ce qui nous dispense justement de la rencontre. C'est ce qui nous dispense de nous rencontrer. C'est ce qui nous dispense de faire l'épreuve, précisément, de cette rencontre. Et je l'ai évoqué là encore tout à l'heure trop rapidement, c'est la grande différence qu'il y a entre l'échange d'un côté et le don de l'autre. Vous savez, il y a deux façons d'être égoïste dans la vie. La première est de considérer que on pense qu'à soi. On pense qu'à soi. En toutes circonstances, quoi qu'il arrive, on fait le calcul de son intérêt. Quand on s'adresse à un autre, on essaie de voir dans quelle mesure il nous est utile. Quand on regarde quelqu'un, on essaie de voir dans quelle mesure on va pouvoir parvenir à ses fins, si vous voulez, etc., etc. Donc, on ne pense qu'à soi. On ne pense qu'à soi. Quand on désire quelqu'un, on le découpe en parties de corps plus désirables que d'autres, si vous voulez. Donc, on ne s'intéresse pas à la totalité de la personne. Quand on s'adresse à quelqu'un qu'on veut commercer avec, on s'intéresse à son portefeuille. Donc, de la même manière, on ne s'adresse pas à la totalité de la personne, on s'adresse à des parties d'elle-même. L'échange n'est pas un gage de rencontre. En général, l'échange est l'occasion d'une méconnaissance de l'autre au profit du calcul de mon intérêt. Le basculement de l'échange au don, c'est-à-dire, pour le dire très simplement, le fait que je vous parle ici est le résultat d'une transaction. Je suis payé pour le faire. Donc j'y trouve mon intérêt, naturellement. Reste que, si je n'essayais pas, dans la mesure du possible, de vous parler sincèrement, c'est-à-dire d'oublier un instant le calcul de l'intérêt que je fais, il ne se passerait rien. Il ne se passerait absolument rien, en fait. Il ne se passerait rien. Et je pourrais fabriquer d'ailleurs le discours que vous-même auriez plaisir à entendre plutôt que de vous dire ce que je crois vrai. Autrement dit, on serait exclusivement dans la sphère de l'échange, d'une certaine manière, comme pour les selfies, si vous voulez, on n'aurait rien vécu, mais on aurait pu se dire qu'on a vécu quelque chose. Alors que c'est pas ce qu'on recherche, c'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on recherche? On cherche quelque chose qui nous déplace un tout petit peu, qui nous touche un tout petit peu. Pour le dire simplement, on sort de l'amour-propre pour entrer dans l'amour de soi, ce qui n'a rien à voir. L'amour-propre fait le calcul de son intérêt toujours. L'homme de l'amour-propre, c'est celui qui veut tellement peu rencontrer l'autre que le succès de l'autre le désole. Vous savez, c'est l'histoire du type qui est au bord de sa maison et à qui un ange vient demander, un ange vient le voir et lui dit « Écoute, tu m'es très sympathique, demande-moi ce que tu veux. » « Ah, dit le type, ce que je veux, absolument ce que tu veux, je te le donne. »« Génial, dit le type. Bon, d'accord, je voudrais... » Et il allait formuler sa demande quand l'ange lui dit « Oui, attention, ton voisin aura le double. » Là, le type s'arrête et il demande une nuit de réflexion. Et donc pendant la nuit, il est là, il se dit, ok, bon, moi je voudrais un château, mais mon voisin en aura deux. Ah, je voudrais une belle femme, mais mon voisin en aura deux. Etc., etc., etc. Et chaque fois,
la perspective du bonheur qu'il se représente est contrariée par le sentiment que son voisin, qu'il aime bien d'ailleurs, aura le double. Il n'endort pas. Le lendemain matin, l'ange revient, lui dit « Alors, as-tu fait ton choix ?» Et le type lui dit « Oui, oui, j'ai trouvé. » Oui, j'ai trouvé, c'est renversant comme décision. « Oui, oui, j'ai trouvé, dit-il, crève-moi un œil. » Et de fait, oui, je connais peu de gens qui ne raisonnent pas comme ça. C'est Jules Renard, vous savez, le grand écrivain Jules Renard, qui disait « Le succès des autres me gêne, mais moins que s'il était mérité. » Crève-moi un œil. L'enjeu ici, l'enjeu de la rencontre, n'est pas tant de créer les conditions géographiques, techniques d'une possibilité de rencontre, mais de créer les conditions psychologiques ou intimes d'une possibilité de rencontre. Parce que ce qui compte dans la rencontre, ça n'est pas l'inédit, ça n'est pas l'inattendu, ou plus exactement, l'inédit ou l'inattendu de la rencontre repose exclusivement sur la qualité du regard qui est posé sur la personne qu'on découvre. De là, tous les paradoxes attachés à ce qu'on appelle un coup de foudre. Je vous donnerai des exemples de coups de foudre après, mais je voudrais d'abord partir d'une expérience qui sera familière à beaucoup d'entre vous, peut-être, malheureusement. Quand dans une soirée, j'en reviens à ma soirée, vous êtes là dans une soirée, etc., vous voyez quelqu'un, vous voulez l'aborder, et vraiment vous êtes en panne d'inspiration, et vous ne trouvez rien de mieux à dire que « on ne s'est pas déjà vu quelque part ». Bon, que les choses soient claires. En général, on mérite le râteau qu'on prend hein, quand on aborde quelqu'un de cette façon-là, clairement. Je veux dire, un type qui vous fait l'offense de venir vous voir en vous disant, ou une fille qui vous fait l'offense de venir vous voir en disant « on ne s'est pas déjà vu quelque part », se moque de vous, si vous voulez. C'est vraiment l'impression d'être pris pour bon. Donc, évidemment, c'est nul comme méthode d'approche, mais il faut examiner cette question avec plus d'intérêt, je crois, et lui donner sa chance. On ne s'est pas déjà vu quelque part. Ça n'est pas simplement le gimmick du loser dont l'approche pue l'impuissance. C'est aussi, quand on la déplie un peu, c'est aussi quand on la déplie un peu, c'est ça que je veux vous dire ici, la plus belle déclaration d'amour qui soit. Et c'est à donner cette chance évidemment à ce deuxième sens du syntagme, on ne s'est pas déjà vu quelque part, que je voudrais consacrer les 2 minutes qui viennent. Parce que ça me semble très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous dites à quelqu'un, que vous n'avez jamais vu bien sûr, on ne s'est pas déjà vu quelque part, vous lui dites quoi? Certes, vous essayez d'entamer la conversation, ok, mais je mets ça de côté. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, mais toi que je ne connais pas, toi que je n'ai jamais vu, je te reconnais. Je sais que c'est toi, alors que je ne te connais pas. Et ce qui me surprend, ce qui me sidère dans ton beau visage, eh ben, c'est bizarrement le fait qu'il me soit si familier alors que je ne l'ai jamais vu. Je crois que je vous aime. Je vous aime sans vous connaître. Qu'est-ce que c'est qu'un coup de foudre? C'est 2 individus qui se reconnaissent sans se connaître. C'est 2 personnes qui se reconnaissent alors qu'ils ne se connaissent pas. C'est ça qu'il faut construire. C'est un mystère. Au passage, le coup de foudre fonctionne exactement comme un déjà-vu. Vous voyez un truc, et vous avez l'impression de l'avoir déjà vu. Et ce qui est fou, c'est que, alors que vous avez l'impression de l'avoir déjà vu, donc cet objet devrait vous sembler familier, l'objet vous semble étonnant parce que vous en avez le souvenir, parce qu'il s'offre à vous sous la forme d'un souvenir. Or, dans un coup de foudre, c'est exactement la même chose. Un visage qu'on reconnaît sans l'avoir vu. C'est un visage qui se présente à vous sous la forme, et l'expression est tellement belle que je veux la dire, c'est Bergson qui l'emploie, sous la forme d'un souvenir du présent. Un individu se donne à vous sous l'air d'un souvenir. Il est déjà un souvenir, il est déjà dans votre mémoire, une mémoire immédiate, mais il se donne à vous sous l'air d'une familiarité énigmatique. C'est ça, le coup de foudre. Reconnaître ce qu'on n'a jamais vu, c'est le principe du déjà-vu, ça repose là-dessus. Et ce qui est merveilleux là-dedans, et c'est ce que je veux vous dire ici, et c'est peut-être la seule chose que je suis venu vous dire, mais celle-là est, je crois, très importante, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que ça permet de comprendre que ce qui nous surprend dans la vie, ce qui nous étonne, ce n'est pas ce que nous n'avons pas l'habitude de voir, ou ce dont l'apparition relève de l'inédit pour nous, ce qui nous stupéfie parce qu'on ne savait pas qu'on allait le voir. C'est pas ça qui nous surprend, c'est pas ça qui nous étonne. Quand l'étonnement a besoin de la béquille de la nouveauté, c'est que l'étonnement est épuisé. C'est comme une vie sexuelle qui a besoin de la béquille de nouveaux artifices après 20 ans de vie commune, si vous voulez. Il y a une phrase de La Bruyère terrible comme ça, il dit « Vouloir ne plus aimer, c'est encore de l'amour. Vouloir aimer encore, ça ne l'est déjà plus. » Mais quand l'étonnement, si vous voulez... Pardon, je vous laisse là.
Vous l'avez? Vouloir aimer encore... non, vouloir ne plus aimer, c'est encore de l'amour. Je te hais, je te déteste, salaud, connard, comment as-tu me fumé une chose pareille, etc. On est encore dans l'amour. Vouloir aimer encore, t'inquiète pas mon chéri, on va s'en sortir, on va surmonter l'histoire, etc. Ça ne l'est déjà plus. Voilà. Ce qui est contestable hein, d'ailleurs, hein, je veux dire, bon, mais c'est une autre histoire si vous voulez. On en est pour l'instant au stade de la rencontre. Ce que je veux vous dire ici, c'est que quand une émotion a besoin, pour être vécue, de la béquille d'une chose inédite, c'est que l'émotion en elle-même est épuisée. C'est un peu comme pour un projet politique, quand vous avez besoin d'espoir, quand l'énergie ne vous suffit pas, si vous voulez. C'est pareil, c'est que vous êtes d'une certaine manière épuisé, vous avez besoin d'un treuil, vous avez besoin d'un coup de main, vous avez besoin du monde extérieur, si vous voulez. Or, l'enjeu, c'est d'éviter cela. Comment faire pour conjurer ça? Comment faire pour ne pas céder à cette illusion-là? Et ce qui est étonnant, c'est que... pardonnez-moi. Non, je ne voulais pas vous interrompre, c'est pour ça. Je ne sais plus où j'en étais en fait, pardon. Quand deux personnes se rencontrent, pardon, voilà. Quand un événement a besoin pour arriver de n'être pas attendu, c'est que l'événement en lui-même, c'est que la qualité du regard qui se pose sur lui n'est pas à la hauteur de l'événement lui-même. Ce qui est véritablement surprenant dans la vie, ce n'est pas ce à quoi on ne s'attend pas, c'est ce à quoi on s'attend et qui arrive quand même. Je vous donne un exemple. Encore une fois, vous avez un rendez-vous galant. Vous avez un rendez-vous galant, vous pensez qu'à ça toute la journée. Vous ne pensez qu'à ça, c'est le truc que vous prévoyez le plus. Vous vous réveillez dans cette idée, vous vous maquillez dans cette idée, vous agissez dans cette idée, vous discutez dans cette idée. Vous n'êtes pas à ce que vous faites, car vous êtes déjà au rendez-vous que vous avez. Toute votre attention est centrée là-dessus. Vous ne pensez qu'à ça. Vous arrivez en bas. Vous envoyez un SMS, vous dites « Je suis là ». Elle vous répond « J'arrive ». J-A-R-I-V. Et vous vous en foutez. Vous êtes impatient. C'est vous dire à quel point vous êtes impatient. Vous dites « C'est pas grave. Faites comme si elle n'avait pas écrit en fait ». Et le vrai truc stupéfiant, le vrai truc incroyable, c'est que alors que vous êtes là, alors que vous l'attendez, alors que vous êtes là à contempler votre meilleur profil dans la glace en espérant lui plaire, alors que vous ne pensez qu'à ça, alors qu'elle vous annonce qu'elle va descendre, elle arrive quand même. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Ce qui est vraiment dingue, c'est que ce qu'on peut prévoir arrive quand même. Et que ce qui arrive quand même revêt à nos regards ingénus, à nos yeux ingénus, la valeur d'une surprise absolue. La vraie stupeur, c'est quand on vous prédit une éclipse de soleil et qu'elle arrive à l'heure dite. La vraie stupeur, d'ailleurs, pardon d'être un peu triste, mais quelle est la chose dans la vie qui nous surprend le plus et à laquelle pourtant nous devons nous attendre? La mort. On en est tous là. C'est pour ça que Jean Kelevitch dit « La mort est toujours jeune, et tout homme est toujours le premier à mourir. » Rien n'est plus prévisible, rien n'est plus stupéfiant. Une pensée de la mort n'est pas une pensée mortifère, c'est une pensée attachée à faire saillir la qualité de surprise qu'il peut y avoir dans un événement auquel on s'attend. Parce que ce qui est surprenant dans l'événement ne dépend pas de l'événement lui-même, mais du regard qu'on pose sur lui. Être capable de regarder comme une énigme les trucs qu'on a l'habitude de voir, c'est la seule condition de possibilité d'une rencontre. Être capable, se mettre en condition d'être étonné par quelque chose à quoi on peut s'attendre. Bergson dit cette phrase, il dit « J'ai beau m'attendre à la réunion à laquelle je dois assister, j'ai beau l'imaginer, j'ai beau connaître la forme des chaises, la tête des participants, leurs opinions politiques, etc. etc. Quand j'y suis, le spectacle me donne l'impression d'être peint par Velázquez. » Et c'est ça qui est étonnant, c'est cette capacité à être surpris par quelque chose que l'on connaît déjà. Et en cela, l'idée même de rencontre va au-delà du métier qui est le vôtre. Parce que les conditions de possibilité d'une rencontre ne sont pas simplement, et elles le sont même assez peu, des conditions techniques, des conditions logistiques, des conditions numériques. Les conditions de possibilité d'une rencontre sont d'abord psychologiques. Les conditions de possibilité d'une rencontre reposent, enfin, la possibilité d'une rencontre, ce qui permet la rencontre, ça n'est pas tant les conditions extérieures que la qualité du regard ou le degré d'ouverture d'un cœur à une parole qu'il ne connaît pas. J'ai été trop long, je me tais. Merci de votre attention.
J'avais prévu de vous poser une question qui était, je voulais savoir si on s'est pas déjà rencontré quelque part. Ah bah tiens. Mais celle-là, je vais la laisser tomber si j'ai bien compris. On va redonner la parole à la salle, si vous voulez bien. Et Alors, je- juste une chose, pardon. Allez-y. Ce qui est intéressant dans cette histoire de rencontre précisément, c'est ça permet de prendre le contre-pied d'une objection classique, l'objection des homophobes. Pardon, je veux la traiter ici Allez-y, une bien seconde. sûr. L'un des arguments des homophobes, si vous me dites, si vous me draguez, vous me dites on s'est pas déjà vu quelque part, par exemple, imaginons, ou inversement, bien sûr. L'un des arguments des homophobes est de dire que quand on aime une personne du même sexe, c'est l'altérité qu'on fuit. Vous voyez ce que je veux dire? On n'aime pas l'altérité, on n'aime pas l'autre, puisqu'on aime le même sexe. Homo, c'est le même sexe, alors que hétéro, c'est l'autre, en grec. Donc voilà, ils disent voilà, donc c'est un refus de l'altérité. Mais ceux qui disent ça réduisent eux-mêmes l'altérité à des blocs monolithiques, à des entités monolithiques. Ils font comme si la différence de physiologie ou la différence de nos organes était une altérité supérieure à la différence entre deux individus. Et que ça suffisait. Et comme si ça suffisait. Donc cette objection ne tient pas. Voilà, j'en profite pour le... Donc je le vais dire. essayer d'enchaîner Allez-y, derrière tout ouais, ça. ouais, ouais, allez-y, ouais. On s'est déjà vu quelque part en plus. donc. Merci, merci. Ben, restez avec nous. La parole vous est donnée alors à travers les micros, à travers l'application. Peut-être Johan, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent apparaître? Est-ce qu'il y a des questions qui ressortent à cet instant? Ouais, c'est On un peut les triomphe. afficher? Ah, Mais qu'est-ce qu'il est bon est-il... Mais ce qui est bon est-il beau? oui. Ok. Spinoza a une super phrase pour ça. Il dit, c'est pas parce que une chose est bonne que je la désire, c'est parce que je la désire Qu'elle est qu'elle bonne. est bonne. Phrase à laquelle on peut faire l'objection suivante, ok, je désire du tabac, de l'héroïne, de la cocaïne. Si on applique ce précepte, c'est bon. Et là où l'éthique est vraiment un livre extraordinaire, c'est que l'éthique vous apprend à travailler votre désir de manière à ce que votre désir, qui détermine la bonté ou la qualité de quelque chose, soit également lui-même un désir qui ne soit pas une passion de se nuire. Mais ce sont des problématiques qu'on trouve dans l'éthique. Il y a peut-être une question qui est déguisée, mais Dites-moi. c'est juste une sensation. Savoir physiquement, c'est la différence entre nos médias et entre notre média et tous les autres. Vous avez face à vous des professionnels de la rencontre, De la rencontre physique, physique notamment, c'est vrai, qui utilisent comme un moyen la technologie, mais pas comme une finalité. c'est vrai, c'est vrai. On peut utiliser le temps qui nous reste, qui est rare, hein, qui est précieux avec vous, pour voir si vous aviez 2-3 conseils à donner, en sachant que les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais moi, des conseils, vous imaginez même, enfin, ce serait terrible. Si moi, je vous donnais des conseils, le sentiment d'imposture serait magistral. Enfin, je serais incapable. Personne n'est plus mal placé que moi pour vous donner des conseils, évidemment, d'abord parce que j'ai tous les défauts que je dénonce, sinon j'en parlerai pas. Et ensuite, je ne suis pas du tout en situation de conseiller qui que ce soit. En revanche, ce que je veux vous dire ici, c'est que les problématiques auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de vos métiers, toutes les problématiques, la rencontre, la qualité, la gestion du temps, la gestion d'une collectivité qui est comme un banc de poissons, c'est-à-dire à laquelle on doit donner le sentiment que chaque individu compte, etc. Toutes ces problématiques-là sont prises en charge, disséquées et mises en œuvre par la philo. Toutes. Tous ces problèmes-là sont traités. Non pas parce que la philo est au départ une discipline spécialisée dans l'événementiel, si vous voulez, mais parce que l'événementiel est un métier spécialisé dans la matière humaine et que la philosophie ne travaille que là-dessus. C'est aussi au passage la raison pour laquelle la philo ne fait pas de progrès. On peut faire des progrès en philo, mais la philo elle-même ne fait pas de progrès parce que l'humanité ne fait pas de progrès. Si l'humanité avait fait des progrès, le XXe siècle n'aurait pas été un siècle à génocide, si vous voulez. Donc l'humanité ne fait pas de progrès. On fait des progrès techniques, mais on ne fait pas de progrès moraux. Et la différence d'ailleurs entre les progrès techniques et les progrès moraux, cette différence-là est prise en charge évidemment par la philo. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons à notre insu, sous la main, une discipline qui examine et prend en charge des questions qu'on croit parfois être seuls à se poser ou dont on pense parfois que c'est l'exercice de notre métier qui nous impose de nous les poser, alors qu'en réalité, ce sont des questions qui engagent l'humanité et qui, pour cette raison, sont abondamment traitées par une discipline qui a la sagesse de ne jamais y répondre. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'on ouvre une question plutôt que d'y répondre. Il n'y a pas de solution au problème que vous vous posez, vous avez de la chance. Et pas mal de boulot devant nous pour l'organiser. Ah mais vous avez du boulot pour l'éternité, de toute façon, ça, il n'y a pas de problème, vous êtes en face d'une difficulté. Vous avez des tas de difficultés. C'est très compliqué parce que vous créez un événement
Vous créez des événements. Or, encore une fois, un événement est aussi rare qu'une rencontre, un vrai événement. Ah, bien sûr, on peut s'en tenir à la taxinomie et décréter qu'un événement, c'est un endroit où on arrive à réunir des gens en leur montrant des trucs qui tantôt les font marrer, tantôt les font réfléchir, avant qu'ils se séparent en se disant qu'ils se retrouvent l'an prochain. Ok. Mais à l'intérieur de ça, comment on crée un événement là-dedans, si vous voulez? Comment on fait en sorte qu'il se passe quelque chose dans ce truc qui s'est passé? Comment est-ce qu'on fabrique ça? Et ça, la création de l'événement repose. C'est-à-dire, l'événement dans l'événement, le fait de transformer l'événementiel en événement, cela repose sur des éléments et sur des paramètres qui ne relèvent pas d'une stricte comptabilité, qui relèvent de l'intuition, qui relèvent d'un apprentissage, qui relèvent d'une sensation, qui relèvent d'un sentiment, qui relèvent d'un sourire, qui relèvent d'un geste, qui relèvent de choses qui sont en elles-mêmes intransmissibles, inexplicables, et que pourtant on peut travailler en soi, notamment en fréquentant les philosophes. Je prêche pour ma paroisse. Et vous avez bien raison. Bah tiens. Peut-être une dernière question. Vous parlez d'intemporalité des choses. Le FOMO date de la nuit du temps, et ainsi de suite. Il y a une question qui renvoie à... Non, l'émotion, c'est bien. Ah bah alors, je sais. Pardon. Pardon. Et c'est un vrai sujet, parce que c'est bien d'avoir posé le mot comme ça, parce que le mot tout seul comme ça posé est une question. Par exemple, l'émotion. Pour vous donner un exemple. Tous ces mots-là, tout ça sont des paradoxes. Je prends l'émotion. Une émotion, elle est vécue par vous comme spontanée. Si vous êtes ému, vous ne l'avez pas prévu. Quand le narrateur de La Recherche du temps perdu goûte un morceau de madeleine, il n'a pas prévu de voir son cœur envahi par une émotion qui le déborde, si vous voulez. Donc l'émotion, vous ne l'avez pas prévue, donc vous êtes surpris par l'émotion. Donc elle est spontanée, elle se donne à vous sous la forme de quelque chose que vous ne choisissez pas. Et pourtant, et les politiques le comprennent, et les organisateurs aussi le comprennent, rien ne se fabrique davantage. Donc c'est étrange que l'émotion soit si manipulable alors qu'elle est vécue par celui qui l'éprouve comme tellement spontanée. Et travailler sur la question de l'émotion, c'est travailler ces deux dimensions, naturellement. Comment donner à quelqu'un qu'on a prévu d'émouvoir de telle ou telle façon, le sentiment que son émotion lui vient spontanément? Comment lui parler de telle manière qu'il soit vraiment ému alors qu'on a prévu de l'émouvoir? Débrouillez-vous, hein. J'ai pas de réponse à tout ça. Ça semble être rassurant pour certains, ce que vous venez de dire. Rassurant que tout ne peut être mépris. Mais bien sûr, évidemment. Tout ce qu'on maîtrise, c'est tout ce qu'on méprise. Ça ne compte pas. C'est pas ça qui compte. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, début du roman, la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Autrement dit, il est déjà amoureux. Il est déjà cuit. Il est déjà cuit parce qu'il ne peut pas penser à autre chose alors que penser à elle lui est désagréable. Il est cuit. Il est amoureux, il ne peut pas faire autrement. C'est exactement ce qui se passe ici quand on parle de quoi on parlait d'ailleurs? On était sur la... De l'émotion. Sur l'émotion, oui, c'est ça. Vous dites la vraie rencontre passe par le don. Est-ce que vous pouvez elaborate? Oui. Vous ne rencontrez quelqu'un que quand il vous donne quelque chose qu'il n'avait pas prévu de vous donner. Vous ne rencontrez quelqu'un que quand vous avez accès à la partie de lui-même qui n'est pas calculable, qui n'est pas computable, qu'on ne peut pas intégrer dans une statistique, qu'on ne peut pas... à la partie de lui-même qui ne fait pas l'objet d'une mise en statistique précisément. Or, le don, c'est précisément ce qui transcende cela. Le don. Donner, qu'est-ce qu'on dit? Donner. Donner, c'est donner sans compter. C'est exactement ça. Donner, c'est donner sans compter. Le moment, mais quelle que soit l'ampleur du don, ça ne veut pas dire, le fait de donner sans compter ne renseigne pas sur l'ampleur de ce que vous donnez, mais sur la nature de ce que vous faites quand vous donnez. Vous ne spéculez pas sur les dividendes du don que vous faites quand vous donnez. Vous donnez, quoi qu'il advienne, sans espérer d'autres retours. En gros, vous partez du principe que tout ce qui n'est pas donné est perdu et qu'on ne va pas mourir riche, si vous voulez. Quand on fonctionne comme ça, on se donne davantage, je crois, les moyens de rencontrer effectivement quelqu'un. Bon, la vision, c'est intéressant parce que le terme même de vision, en général, ça pose des tas de problèmes. Si vous, mettons, il y a deux problèmes attachés à la question de la vision. La première, c'est que c'est en général une ambition de toutes les boîtes. Vous voulez avoir une vision panoramique, une vision, comme on dit, synoptique. Ça a donné le synopsis, c'est-à-dire une vision globale des choses. Or, la représentation des choses dans leur globalité vous sépare souvent de leurs détails. L'enjeu, c'est que la globalité d'une vision n'enjambe pas le scrupule extrême apporté aux plus petits détails, aux infimes petites choses. C'est dans les détails que se loge le divin et non pas le diable. Donc la globalité d'une vision ne peut pas l'emporter sur la ténuité des détails. Et ça, il y a un seul philosophe pour ça, un seul philosophe qui vous apprend à voir d'aussi
à voir aussi bien de près que de loin, c'est Spinoza. Quand il parle du premier genre de connaissance, il parle des détails, au fond, il parle de la vie qui nous entoure. Quand il parle du troisième genre de connaissance, il donne à la vision une ampleur, une généralité qui n'exclut pas la connaissance des détails. La fréquentation de Spinoza, pardon, est d'excellente compagnie pour un métier comme le vôtre. Et enfin, quand vous dites, juste un dernier point, parce que ça c'est vraiment très beau, l'idée de hasard qui rejoint la nécessité, c'est magnifique parce que c'est... bravo. C'est magnifique parce que comment dire, vous êtes, chaque individu que nous sommes tous, autant que nous sommes, le résultat d'un concours de circonstances tout à fait invraisemblable et tout à fait improbable. Le concours de circonstances, la concaténation de causes et d'effets qui préside à votre apparition sur Terre, si vous voulez, relève du hasard absolu. Bon, c'est sûr. Bien sûr, vos parents auraient pu se rencontrer à un autre moment, ils auraient pu faire les choses d'une autre manière, etc., etc. Vous auriez été tout à fait différents, les choses auraient été complètement différentes. La loterie génétique n'aurait pas été la même, etc., etc. Donc on peut tenir le fait de votre naissance pour le hasard le plus hasardeux qui soit, le plus contingent qui soit. Et dans le même temps, une fois que vous êtes né, une fois que vous avez été conçu, vous ne pouvez pas avoir été conçu d'une autre manière. Et rien n'est plus nécessaire que la façon dont vous avez été conçu. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est Sartre qui vous l'apprend, c'est que la connaissance du hasard, enfin le sentiment du hasard, le sentiment de votre contingence, le sentiment qu'on est né par hasard dans un monde qui s'en fout et qu'on va y mourir sans savoir pourquoi on est passé par là, pour le dire simplement, ce sentiment-là s'accommode de la plus haute nécessité aussi. Je ne peux pas ne pas avoir les parents que j'ai eus, je ne peux pas ne pas avoir fait les études que j'ai faites, je ne peux pas ne pas avoir vécu ce que j'ai vécu. Et la meilleure façon que j'ai de le vivre et de m'en servir aujourd'hui, ça n'est pas de le regretter, c'est de m'en servir précisément, c'est de le comprendre et d'essayer dans la mesure du possible de ne pas le reproduire. Donc, il y a là quelque chose d'étonnant parce que le plus grand des hasards, la plus grande des contingences, vraiment la chose la plus improbable qui soit, votre naissance, est également, par le simple fait de son existence, la chose la plus nécessaire qui soit. Et donc, c'est au cœur même du hasard que se trouve la plus haute nécessité. La nécessité, ce n'est pas la volonté d'un Dieu qu'on ne peut pas démontrer. Non, la nécessité, c'est la nécessité qu'ont les choses d'être ce qu'elles sont. Ce qui ne les empêche pas d'être hasardeuses, inattendues, surprenantes, stupéfiantes. Et je fais juste un peu de philo une seconde. En matière en philo, chez Spinoza, ça prend la forme suivante. Ça prend la forme de l'idée que sur Terre, tout phénomène est causé, tout phénomène est explicable. Tout est explicable. On peut tout expliquer. Ce qui existe a une cause, et donc peut être expliqué. La seule chose, c'est qu'aucune explication ne sature l'énigme de leur présence. Ce n'est pas parce qu'on peut expliquer pourquoi telle chose arrive plutôt que telle autre, ou pourquoi tel objet plutôt que tel autre, etc., qu'on dissout la stupeur de leur apparition et la surprise de leur présence. On peut tout expliquer, mais quand on a tout expliqué, on n'a pas encore dit grand-chose, et c'est là qu'il faut commencer à parler, commencer à agir, et commencer surtout, puisque c'est l'enjeu, à créer quelque chose. Merci.